De nos jours, la communauté multiple est présente sur tous les réseaux sociaux possibles. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok. On retrouve la mention du trouble dissociatif de l'identité de partout. Cette présence soulève de nombreux questionnements. Effet de mode, question de sécurité, de la légitimité du diagnostic, relations avec la science, relations entre les membres. Les sujets sont presque illimités. Aujourd'hui, dans ce témoignage, je compte me concentrer sur un point précis qui découle de l'expansion de la communauté multiple. À mon sens, ce point est le nœud qui relie toutes les autres questions qui peuvent émerger autour de ce sujet. Je veux parler de la culture qui s'est développée au fil de toutes ces interactions. Dans son article publié en 2022 dans le Journal européen du trauma et de la dissociation, Emily Christensen définit une culture comme des valeurs, pratiques et croyances partagées par un même groupe. Ces définitions collent à la communauté multiple sur Internet. Cela fait des décennies que des valeurs, des pratiques et des croyances propres à ce groupe ont émergé du côté anglais. Des sous-cultures sont apparues, parfois s'éloignant plus ou moins de leur point d'origine, mais sans perdre certains principes de base. Quand on lit l'article de Christensen, ces principes ont l'air très positifs. Promouvoir l'information, la guérison, la sécurité. Pourtant, quand j'ai lu, je n'ai pas eu l'impression d'y retrouver la communauté francophone. En surface, les deux communautés ont beaucoup de points communs. Mais quand on approfondit un peu, quand on connaît mieux les cultures multiples anglophones et francophones, on se rend compte qu'il y a des différences fondamentales. Ce sont dans ces profondeurs que j'aimerais vous emmener aujourd'hui. Parce qu'un peu d'histoire ne fait jamais de mal, il est important de préciser que la communauté multiple dans son ensemble est beaucoup plus ancienne que ce que certains peuvent penser. Dans son livre La proie des âmes, paru en 2003, Matt Ruff remerciait déjà les utilisateurs d'Internet avec un TDI, qui l'ont aidé à rendre son roman aussi authentique que possible. Mais déjà avant les années 2000, la communauté existait bel et bien, et elle était active. Son élan initial est venu des chercheurs qui, très tôt, ont fait participer leurs patients au monde de la recherche. On les retrouve dans les études de cas, mais aussi comme intervenants dans les conférences, dans des formations, etc. Le premier pic d'activité qu'on a pu observer a eu lieu aux alentours des années 80. C'est à cette époque que sont nés la vaste majorité des mots qu'on utilise encore aujourd'hui. Alter, hôte, système, persécutant, protecteur, monde intérieur. Tous ces termes sont loin d'être récents. Ils existent depuis les années 80, voire ont été évoqués pour la première fois bien avant que le TDI ne devienne une entité diagnostique à part entière. Ces interactions ont eu un impact important dans la manière dont s'est organisée la communauté anglophone et dans les principes qui l'ont guidée. Parmi cette organisation et ces principes, on retrouve notamment un lien très fort avec la recherche et avec l'univers clinique, ainsi que l'importance de traiter les traumas et de partager des informations qui vont dans ce sens. Certes, aujourd'hui, des branches de cette communauté dévient et s'éloignent de ces principes. Certains les rejettent même de manière particulièrement virulente, mais ils représentent une minorité. La majorité de la communauté, menée par différents groupes, organismes et associations de patients, ont gardé ce lien avec la recherche et avec la volonté de guérir. Si je suis capable de parler de l'histoire de la communauté francophone, c'est parce que j'en ai été témoin. J'ai découvert mon TDI fin 2015, début 2016. La communauté francophone n'existait pas, et j'ai intégré celle anglophone. Les premières personnes avec qui j'ai interagi dans cette communauté étaient présentes depuis 2007, 2010 ou encore 2014. Ce sont elles qui sont à l'origine de ma passion pour les articles des années 80-90. Grâce à tout cela, j'ai pu bénéficier du bagage culturel anglophone tel qu'il a toujours existé. Et j'étais présente lorsque la communauté francophone s'est soudainement regroupée. Quand j'ai commencé à la fréquenter, j'ai vécu un véritable choc culturel. J'avais l'habitude de la communauté anglophone mature, en thérapie, le nez dans les bouquins et les articles scientifiques depuis plusieurs années. Les plus anciens transmettaient les connaissances manquantes aux nouveaux, leur apprenaient à décoder les articles scientifiques plus ou moins récents. On débattait de ces articles,
Chacun apportait ses informations, des sources complémentaires, des éléments de contexte. Tout était fait pour privilégier la transmission du savoir de manière neutre, dans un but de coopération, de compréhension et de guérison des traumas, afin d'apaiser les symptômes dissociatifs. J'ai découvert la communauté francophone en errance diagnostique et en carence d'informations. Les échanges étaient plus souvent centrés sur des plaintes sans but, sans question, sur une attitude profondément anti-psy, sur la recherche collective d'abord d'un moyen de supprimer les haltères, puis ensuite de les préserver à tout prix. Le tout avec l'idée de fond qu'on ne guérit pas d'un trouble dissociatif complexe. En un mot commençant, l'ambiance du côté français était radicalement différente du côté anglais. Il m'a fallu du temps pour comprendre d'où venait une différence pareille entre ces deux bords d'Internet. C'est en travaillant sur ces témoignages que j'ai finalement réussi à mettre le doigt dessus. La communauté anglaise s'est construite par des interactions entre ses membres et le monde de la recherche. La communauté française, en revanche, s'est construite autour d'une poignée d'influenceurs. Ces influenceurs, en nombre réduit, et certains étant terriblement jeunes, que ce soit en âge ou dans la communauté, n'ont pas pu transmettre la culture multiple anglophone dans sa totalité. Ils ont uniquement transmis les aspects culturels qui prédominaient au moment où leur popularité s'est accrue. Et c'est normal, c'est difficile de transmettre 40 ans de culture lorsqu'on débroussaille soi-même le terrain ou lorsqu'on est soi-même nouveau dans cette communauté. C'est d'autant plus difficile que la culture anglophone est, de base, différente de la francophone. Pouvoir comprendre les subtilités de la mentalité anglophone et de la culture multiple de leur côté d'Internet, lorsqu'on ne sait pas forcément où ni comment chercher, ça ne se fait pas en quelques semaines. Il m'aura bien fallu 2 ans d'immersion complète avant de réellement comprendre la culture multiple anglophone. Et même une décennie après, certains éléments m'échappent toujours. Mais reprenons. Lorsque la culture multiple francophone a émergé, aux alentours de 2019-2020, celle anglophone connaissait un tournant majeur. L'évolution des réseaux sociaux, qui tendent de plus en plus vers une production et une consommation de contenu en masse et instantané, a provoqué une énorme perte d'informations dans certains milieux. Là où, avant, les interactions sur les forums permettaient un archivage des informations, on a désormais des fils de discussion dont les messages finissent par se noyer dans le nombre. Là où, avant, l'étiquette préconisait de chercher avant d'ouvrir de nouveaux sujets de discussion, afin de vérifier que notre question n'avait pas déjà été posée et n'avait pas déjà obtenu une réponse, on a désormais des groupes qui tournent en rond sur la même poignée de questions basiques posées en boucle. Et ça, c'est quand il y a effectivement des échanges de possibles. Les plateformes comme YouTube ou Instagram sont principalement centrées sur la création et la consommation de contenu. Les espaces commentaires, lorsqu'ils sont ouverts, ne sont pas une zone d'interaction et d'échange efficace ou qui permettent un archivage optimal de l'information. Ainsi, vers 2019, une tendance à mettre l'accent sur les identités alternantes s'est développée du côté anglais. Ça n'avait jamais été vu avant. Certes, les termes pour désigner les différents types et rôles d'identité existaient depuis longtemps. Mais à cette époque, une véritable inertie s'est mise en place et a poussé les gens à chercher toujours plus de détails au sujet de leurs identités. Progressivement, l'impact des traumas est passé en arrière-plan et le TDI est devenu le trouble de l'alter. En parallèle, beaucoup d'informations du domaine scientifique ont été perdues, ont cessé d'être transmises ou ont été déformées. Le fait que les grandes théories qui essaient d'expliquer la dissociation servent avant tout pour donner un cadre à la recherche, qu'elles sont archétypales et non pas pour but d'être un reflet parfait de la réalité clinique, a fini par échapper à beaucoup. À cause de cela, tout un tas d'idées reçues se sont mises à circuler à leur sujet. Une posture très militante a émergé de cette ambiance. Cette attitude militante, elle s'est intégrée au paysage culturel multiple francophone et elle continue d'alimenter la désinformation. Aujourd'hui,
On a des théories et des termes qui ont une réelle utilité académique et clinique qui sont dédaignés, voire dénigrés par une partie significative de la communauté française, parce qu'ils ont été repris en dehors de leur contexte. D'ailleurs, une partie des articles que j'ai écrits pour le site de documentation, ou que j'ai en cours d'écriture, sont une réponse directe à cette désinformation. Ils ont pour but d'apporter des éléments historiques et des éclairages cliniques sur des notions qui sont généralement mal comprises par la communauté. La tendance à faire des identités alternantes le centre de l'attention et la posture militante qui ont émergé en 2019 dans la communauté anglophone, tout ça a été transmis tel quel à la communauté francophone. À côté de ça, toute la partie de la culture anglophone qui s'articule autour de la guérison des traumas, de la compréhension du mécanisme d'intégration des souvenirs, des différentes étapes du processus de guérison, voire l'existence même de la possibilité de guérir. Tout cela n'est jamais vraiment passé du côté francophone. Et cette absence de parole au sujet de la guérison, ce manque de psychoéducation sur le fonctionnement de la dissociation, c'est venu ancrer les différences entre le côté anglais et le côté français de la communauté. En effet, aujourd'hui, la communauté anglaise revient à ses racines. Des anciens sont redevenus actifs et se remettent à partager la culture multiple anglophone pré-2019. Ça n'efface pas les sous-cultures militantes et les branches propageant de la désinformation, mais ça a permis de revenir à une forme d'équilibre. D'autres courants, plus modérés, ont émergé, et de nouvelles notions, très utiles, et qui finiront sans doute par atteindre le domaine de la recherche un jour, ont pu être créées. Du côté français, en revanche, ce revirement ne vient pas. Certaines notions utiles récemment développées du côté anglais ont même été transférées de manière brute du côté français pour être exacerbées par les plus militants de la communauté. Le reste continue de se développer dans les extrêmes. Le courant de surindividualisation des identités alternantes a pris une ampleur qui est désormais contre-thérapeutique. La volonté de différencier à l'extrême ces identités les unes des autres mène à des revendications toujours plus poussées et des conseils qui laissent de plus en plus perplexes. Je tiens à préciser que connaître une phase durant laquelle les identités alternantes expriment beaucoup plus leurs différences, souhaitent être reconnues de manière plus individuelle, c'est une étape normale du processus de guérison. La vaste majorité des personnes avec un trouble dissociatif complexe passent par là. Ça a une véritable utilité thérapeutique, ça permet de prendre conscience des besoins propres à chaque part et de mieux les connaître. C'est le point de départ qui permettra ensuite de faire des compromis, de mieux organiser son système, d'apprendre qui détient quelles ressources, etc. Les problèmes commencent quand on cesse de simplement remarquer les différences entre ces identités pour plutôt activement les rechercher. Quand on perd de vue l'utilité thérapeutique et l'utilité pour le système en tant que groupe, et qu'on se met à se servir de la surindividualisation pour contrebalancer l'angoisse générée par les crises de déni. Parce que le déni, c'est aussi quelque chose de très présent dans les troubles dissociatifs complexes. Certains y échappent, et c'est tant mieux pour eux. Mais beaucoup ont toujours le doute qui rôde dans un coin de leur tête. Le déni et le doute sont directement liés au niveau de dissociation. Comme on a du mal à se rendre compte que tout cela, ça nous arrive à nous, on a forcément du mal à y croire. À titre d'exemple, le jour où j'ai complètement cessé de douter de mon TDI partiel, c'est le jour où j'ai été considérée comme guérie, le jour où j'ai cessé de remplir les critères de diagnostic pour le TDI. Du coup, se servir des différences entre ces identités pour contrer le déni, c'est rentrer dans un cercle vicieux. Car si la surindividualisation permet de se prouver à soi-même qu'on ne simule pas, elle a aussi tendance à augmenter certains niveaux de dissociation, et donc la force et ou la fréquence des crises de déni. Le fait d'utiliser les différences entre ces identités pour contrer le déni a aussi l'inconvénient de rigidifier le fonctionnement, afin de ne pas perdre ce mécanisme de défense. Parce que du coup, toute tentative de faire des compromis qui auraient pour conséquence de baisser le niveau de différence perceptible par l'extérieur, ça risque de devenir un déclencheur majeur
pour les identités qui sont sujettes au déni. Ainsi, au lieu de se servir des informations récoltées pour abaisser les niveaux de dissociation et promouvoir une vraie coopération, la surindividualisation extrême va venir augmenter les niveaux de dissociation et ne permettra qu'une coopération de surface. La capacité d'intégration des souvenirs ne sera pas travaillée. Les identités fonctionneront peut-être ensemble, vues de loin, mais les problèmes d'amnésie, de trous de mémoire, les conflits internes, les crises de dépersonnalisation et déréalisation, les problèmes de déni, l'impact des identités persécutrices, tous ces problèmes n'évolueront que très peu, voire pas du tout. Et ça, ce n'est qu'un exemple de la manière dont la communauté multiple francophone amplifie chaque trait militant qui émerge de la communauté anglophone. Quand j'ai rédigé le brouillon de cette intervention et que je l'ai partagé à d'autres personnes multiples, on m'a donné encore des dizaines d'autres exemples. Certains sont des exemples clairs de manipulation, de gaslighting et de violence psychologique entre les différents membres de la communauté. Et malheureusement, au fil du temps, la communauté française s'enlise dans son propre mode de fonctionnement. Elle s'auto-alimente dans son discours de victime qui ne pourra jamais être sauvé. Elle ancre toujours plus l'idée que ce qui est au cœur du TDI, c'est avant tout les identités alternantes. Et chaque événement qui se produit en son sein prend des proportions exagérées. Face à tout cela, ceux qui ne se retrouvent pas dans ce mode de fonctionnement, ils n'ont nulle part où aller. Pour accompagner tout ce que je suis en train de vous expliquer ici, j'ai décidé de réaliser un questionnaire qui se penche sur ces questions. Avant de continuer, je tiens à préciser que je ne vais pas pouvoir détailler tous les résultats obtenus. Ici, je ne vais aborder que les conclusions que j'ai pu tirer de ce questionnaire. Le détail sera disponible plus tard avec la transcription de l'intervention. Le questionnaire s'est adressé aux personnes avec un diagnostic et ou un autodiagnostic de troubles dissociatifs complexes, donc TDI, TDI partiel, ATDS. Il est composé de deux parties. Une partie QCM, pour laquelle le participant devait indiquer dans quelle mesure une série d'affirmations s'appliquait ou non à son cas, afin d'en tirer un score de perception de la communauté qui soit positif, négatif ou neutre. La seconde partie était une partie non directive, où le participant est invité, s'il le souhaitait, à partager son point de vue, ses expériences avec la communauté sur les réseaux sociaux. Les résultats du questionnaire et les textes partagés par les participants ont permis de montrer plusieurs choses. Tout d'abord, la mise en parallèle des scores positifs et des textes permet de suggérer que la communauté met une grande importance sur la question du partage d'expériences et la validation du vécu. Aussi, les personnes qui ont un score positif sont les premières à rapporter une partie des problèmes de la communauté, tels que la présence de certains groupes toxiques ou la tendance à encourager une mise en compétition de la souffrance et des traumas. Dans un second temps, la manière de percevoir la communauté varie énormément entre les participants. Les facteurs d'influence les plus forts semblent être la présence ou non d'un diagnostic et l'âge de la personne. Les personnes qui n'ont pas de diagnostic parviennent à préserver leur vision positive de la communauté dans le temps. Cela pourrait s'expliquer par l'importance mise par la communauté sur le partage d'expériences et la validation du vécu. En effet, les thèmes récurrents des textes des personnes autodiagnostiquées tournent autour de la question de la légitimité, de la distinction entre vrai et faux TDI, ainsi que des querelles régulières qui opposent les différentes catégories de membres au sein de la communauté au sens large. Les personnes qui ont un diagnostic, que ce soit précédé ou non d'un autodiagnostic, ont une perception de la communauté qui tend à devenir de plus en plus négative avec le temps. L'analyse des scores des textes a permis de montrer qu'ils semblent être dans une démarche de recherche d'un réseau d'aide et de soutien qui soit efficace, qui soit basé sur des preuves scientifiques et dans une dynamique de soins et de guérison. Face à une communauté au sens large qui est plutôt préoccupée par la validation du vécu et par la question de la légitimité, le fait que leur perception évolue vers le négatif n'est pas surprenant. Un autre facteur qui semble jouer un rôle important est l'âge de la personne.
Indépendamment du statut du diagnostic, les plus jeunes ont tendance à se sentir à l'aise, mais aussi à survoler beaucoup de problèmes au sein de la communauté. À l'inverse, les plus âgés tendent à relever et critiquer ces problèmes, ainsi qu'à s'inquiéter de l'impact de la communauté sur leur vie. Tout cela, c'est alors que la fréquence de mauvaises expériences rencontrées directement par les participants est relativement basse. La majorité se situe entre pas du tout et rarement. On peut tenter de pointer différentes pistes d'explication, comme l'avancée dans la résolution des traumas, la progression de la maturité et de l'expérience, qui rendent plus susceptibles de remarquer la gravité des dérives. On peut aussi avancer l'idée d'une baisse des niveaux de dissociation, qui rend plus sensible aux conflits au sein même de la communauté, quand bien même on n'est pas directement concerné. Il y a aussi la question de la maîtrise ou pas des réseaux sociaux, qui peut permettre d'éviter d'être trop exposé aux dérives et aux conflits. Enfin, une dernière piste d'explication possible, ce serait le développement de la vie professionnelle et familiale, qui rend plus sensible à la manière dont le TDI est montré par les médias. La manière d'utiliser les réseaux sociaux semble être un facteur particulièrement important. Les scores les plus positifs, ainsi que les thèmes abordés dans les textes, indiquent tous que les participants perçoivent la communauté de manière plus positive lorsqu'ils ont réussi à se former leur propre groupe au sein de celle-ci, sans trop s'exposer à la communauté au sens large. Mais le problème que ça pose, c'est que réussir à se former son propre groupe, c'est loin d'être simple. C'est d'autant plus vrai lorsqu'on regarde l'effet de la communauté sur ses membres les plus timides. C'est un phénomène que j'observe depuis un moment sur les derniers petits forums encore actifs. Des gens avec un trouble dissociatif complexe débarquent, sont surpris de trouver d'autres personnes qui abordent la dissociation de la même manière qu'eux, dans une dynamique de stabilisation et de guérison. Ils échangent quelques messages, puis ils ne réapparaissent plus jamais. Au fil des années et des témoignages, et grâce au questionnaire, j'ai fini par mettre en lumière un fait très simple. Si ces gens ne restent pas, c'est parce qu'ils n'osent pas y croire. Quand ils ont découvert leur trouble dissociatif complexe, ils ont été bombardés par les représentations des systèmes influenceurs actuels et de ceux qui se retrouvent dans ces représentations. À première vue, rien de mal à ça. Sauf qu'une chose qu'on oublie souvent, c'est que les influenceurs du côté francophone, ils ont des symptômes particulièrement intenses. La vaste majorité des gens avec un trouble dissociatif complexe n'ont pas des niveaux de symptômes pareils. À côté de ça, l'influence de la culture et de la communauté a pu modifier la manière dont certains symptômes s'expriment. Attention, je ne dis pas que ces symptômes ne sont pas réels. Je dis juste que, dans un autre contexte, ils auraient peut-être été beaucoup moins spectaculaires, impressionnants ou intenses. Enfin, le thème de la légitimité est ultra présent dans la communauté, particulièrement dans le discours des gens qui sont passés par l'autodiagnostic. La question de savoir si telle ou telle personne est un vrai TDI ou un faux TDI, de savoir s'il faut valider son vécu ou s'il est considéré comme fake, elle revient très souvent. Ainsi, les petits nouveaux de la communauté se retrouvent face à des représentations extrêmes du trouble, dans lesquelles ils ne se retrouvent pas vraiment, voire pas du tout. Dans un contexte où l'accent est mis sur le partage du vécu et sur la légitimité des uns et des autres, ça va vite devenir très anxiogène pour eux. Ceux qui arrivent malgré tout à passer au-dessus, ils vont recevoir beaucoup de conseils qui ne leur parlent pas, qui ne sont pas adaptés à leur manière de gérer leur système. Certains vont avoir droit à des reproches sur la manière dont ils parlent de leurs identités, sur le vocabulaire qu'ils se sont choisis, sur la manière même dont ils fonctionnent, sur leur but en thérapie. Par exemple, un certain nombre de gens m'ont rapporté avoir été harcelés parce qu'ils préfèrent utiliser le terme de part dissociée. Certaines parties de la communauté considèrent ce terme comme dégradant, voire comme insultant, et ils essaient de forcer les autres à changer de vocabulaire. Au final, ce que la communauté francophone apprend à ses membres aux symptômes les moins extrêmes, c'est que la communauté elle-même est source d'angoisse et d'anxiété. La communauté elle-même
est une source potentielle de danger si on sort du cadre qu'elle considère comme valide. Lorsque ces gens aux symptômes moins intenses tombent enfin sur un groupe qui partage leur vision des choses, l'association négative est déjà faite. Ils ont peur que l'ambiance positive du groupe ne soit qu'une façade, alors ils préfèrent fuir plutôt que de revivre ce qu'ils ont ressenti avec le reste de la communauté. On finit avec des personnes qui se retrouvent sans cadre culturel ou sans cadre social, sans alternative ou sans possibilité d'accepter une autre alternative parce que la communauté leur a déjà fait peur. On finit avec des gens qui, lorsqu'ils commencent à aller mieux, ont l'impression de trahir cette communauté à laquelle ils n'appartiennent même pas vraiment. Or, le fait d'appartenir à une communauté qui est source de soutien, qui apporte de l'aide, qui est entraînée par une dynamique positive, centrée sur la volonté de guérison, c'est un facteur qui joue un rôle majeur dans le soin des traumatismes. Pour des gens dont l'entourage a bien souvent été la source directe ou indirecte de leur trauma, trouver un groupe extérieur à leur famille peut être d'une importance capitale pour leur guérison. Le fait que la communauté multiple francophone soit à l'origine d'autant de stress chez les gens qui ont des symptômes dissociatifs plus modérés est donc un frein réel à la guérison de beaucoup de personnes. Ce qui est intéressant, c'est de constater que cette rupture entre la culture anglophone et la culture francophone, elle s'est opérée quasiment au même moment dans la recherche et dans la pratique clinique. La division s'est faite entre la recherche en Europe et la recherche en Amérique du Nord, laissant le Canada lui-même divisé entre les deux courants. Au début des années 2000, les progrès en matière d'imagerie cérébrale ont fait émerger un courant d'études sur les troubles dissociatifs complexes très axé sur la neurobiologie. C'est pertinent avec la période et avec la volonté de prouver que le TDI est une entité diagnostique à part entière. Cependant, au fil du temps, le fait de se centrer quasiment uniquement sur la neurologie et la physiologie des troubles dissociatifs a provoqué une certaine perte de lien entre la recherche, les cliniciens et les patients. L'étude de la neurobiologie de la dissociation a permis des avancées majeures dans la prise en charge des troubles dissociatifs et des troubles d'origine traumatique. Ceci dit, c'est avant tout de la mécanique. Pour beaucoup de cliniciens, ça reste flou et ça manque d'indications concrètes sur la manière dont ils devraient adapter leur pratique. Quant aux patients, cet aspect mécanique reflète rarement leur réalité au quotidien. Avec le temps, les articles qui apportaient de nombreuses connaissances sur la manière dont vivent et dont se vivent les patients avec un trouble dissociatif complexe, ils sont devenus anciens. Ils ont fini par cesser de faire partie du paysage de la recherche. Leurs informations ont été de plus en plus généralisées, jusqu'à être résumées à l'extrême, voire jusqu'à ne plus être abordées, tellement elles semblent aller de soi. En conséquence, on a pu voir des professionnels remettre en question des notions et des concepts qui sont validés depuis les années 80. L'exemple que j'aime prendre pour illustrer ce fait, c'est celui d'un article de blog paru en 2021. L'auteur était parti de publications récentes, mais son article a compilé énormément d'informations inexactes. Deux d'entre elles sont des exemples parfaits d'à quel point la perte d'informations peut affecter même le milieu professionnel. La première affirmation, c'est que avoir un monde intérieur et une mythologie interne développée et complexe, c'est un indicateur que la personne simule son TDI. Je suis actuellement en train de compiler des ressources bibliographiques pour une refonte de l'article sur les mondes intérieurs chez les gens avec un trouble dissociatif complexe. Juste à partir du Journal européen du trauma et de la dissociation, des livres que je possède et des articles scientifiques que j'ai déjà de côté, j'en suis à exactement 39 références qui mentionnent le monde intérieur ainsi que l'importance en thérapie du système symbolique des personnes dissociées. Ces références vont de 1987 à 2023 et je n'ai pas encore fouillé Google Scholar. Alors oui, dans sa propre bibliographie, l'auteur a un article qui dit qu'il faut faire attention. Moi-même, j'ai cet article-là, plus deux autres, qui préviennent que, dans le cas de certains troubles différents du TDI, la présence de symptômes dissociatifs modérés
peuvent donner des mondes intérieurs complexes et élaborés. Sauf qu'un petit tour dans l'univers de la recherche sur le TDI suffit à savoir que le monde intérieur n'a jamais été conceptualisé comme exclusif au TDI, et sa présence ou son absence n'a jamais été envisagée comme un critère de diagnostic. En avoir un ou non, élaboré ou non, ce n'est pas un signe de TDI, mais ce n'est pas non plus une preuve de simulation. Certaines personnes avec TDI n'ont pas de monde intérieur du tout. Tout est ressenti à travers le corps. D'autres personnes avec TDI ont survécu à leur trauma en surinvestissant leur monde interne. En conséquence, il est devenu très complexe, vaste et structuré. Enfin, la visualisation, l'auto-hypnose et la création de lieux sécures internes sont des outils thérapeutiques très bien connus dans le traitement des troubles d'origine traumatique. C'est carrément une étape du protocole EMDR. Mais ce genre de nuance n'est pas abordé dans les 3 articles qui disent de faire attention. Ils ont été publiés dans des revues spécialisées sur le trauma et la dissociation. Le premier a été réalisé comme complément d'étude sur un outil de diagnostic. Le second est un article qui parle de l'influence de la rêverie compulsive sur certains symptômes dissociatifs. Le dernier a été écrit avant tout pour parler de la communauté multiple anglophone sur les réseaux sociaux. Aucun n'avait pour thème les mondes intérieurs, ni la prétention d'être exhaustif. Sans connaissance plus globale de la recherche sur le TDI, il est facile d'en tirer des conclusions erronées. La deuxième affirmation concerne les enfants et les adolescents avec un trouble dissociatif complexe. L'auteur mentionne qu'il est peu probable qu'un adolescent ait eu le temps de faire suffisamment de séances de thérapie pour résoudre son TDI. Il part du principe qu'une thérapie pour un TDI, ça se compte forcément en années. Ce présupposé pose 2 problèmes. Le premier, c'est qu'on est incapable de fournir une estimation fiable du temps que prend une thérapie pour un TDI. Ça varie énormément selon les gens, leur milieu de vie, la qualité de leur cercle social, leur accès à l'emploi, la sécurité permise par leur niveau de vie, les événements retraumatisants rencontrés ou pas, etc. On peut trouver des moyennes qui vont de 5 à 12 ans, mais ce ne sont que des moyennes. Pour certaines personnes, 2 années de thérapie suffiront. Pour d'autres, 2 décennies seront encore trop peu. Le deuxième problème, c'est que ces chiffres concernent le TDI chez les adultes. Les enfants ont été un thème important dans les années 80 jusqu'au début des années 2000. Les études faites ont permis de montrer que le TDI chez les enfants est rarement à la même intensité que celui d'un adulte. Par conséquent, le TDI chez un enfant ou un adolescent jusqu'à 14-15 ans est généralement beaucoup plus facile et rapide à prendre en charge. Entre 15 et 20 ans, ça devient plus complexe, mais ça reste toujours théoriquement plus facile que chez un adulte, en supposant que le thérapeute est correctement formé, et pour ça, je vous renvoie à mon intervention de l'an dernier sur le sujet. Mais du coup, pas mal de spécialistes ont cessé de donner un diagnostic précis et préfèrent parler de troubles dissociatifs au sens large, afin d'éviter que les stéréotypes du TDI adulte soient reportés sur les enfants. Si toutes ces notions avaient continué à être étudiées et transmises, on n'aurait pas eu la publication de cet article, qui a provoqué un véritable raz-de-marée, tant du côté clinique que dans la communauté multiple francophone. Encore 3 ans après, des professionnels continuent de propager les informations erronées ou exagérées de l'article, tandis que des membres de la communauté se sont mis à l'utiliser pour affirmer que leur TDI est plus légitime que celui des autres. Or, les idées qui ont été émises dans cet article, qui sont toujours propagées aujourd'hui, je ne les ai quasiment jamais retrouvées du côté anglophone. Et je dis quasiment par souci d'honnêteté, parce qu'en réalité, je ne suis encore jamais tombée sur qui que ce soit relayant de telles croyances. Il doit bien y en avoir dans les recoins, mais ils ne sont pas aussi visibles que du côté francophone. Enfin, du côté clinique, beaucoup de formations n'abordent plus autant l'angle de vue du patient. On le survole, on le généralise,
on entre peu dans les détails. Quand j'ai traduit l'article de Goodman et Peters de 1995 sur les états du moi persécutants, je me doutais qu'il serait intéressant. Je n'avais pas idée d'à quel point il venait combler une énorme lacune dans la formation des cliniciens. Cet article présente plusieurs théories sur la formation des identités persécutantes et un plan de traitement précis, accompagné d'exemples cliniques détaillés. Les auteurs rapportent leur vécu en thérapie lorsqu'ils ont travaillé avec ce type d'identité. Ils expliquent comment ils se sont servis de ce vécu pour trouver le meilleur angle d'approche avec ces identités, mais aussi avec le reste du système. Suite à la publication de la traduction, j'ai reçu plusieurs messages de psychologues et de patients qui étaient vraiment contents d'avoir enfin accès à quelque chose de plus approfondi que ce qu'on peut voir dans les formations ou dans les livres. On dit qu'il faut intégrer les identités persécutantes à la thérapie. On dit qu'il faut se montrer bienveillant et respectueux avec elles, qu'il ne faut pas les repousser, les rejeter. Mais personne ne dit comment les amener à tolérer l'alliance thérapeutique, ni à quel point elles peuvent être difficiles à supporter, pour les patients comme pour les thérapeutes. Ça demande énormément de ressources pour parvenir à maintenir une posture bienveillante face à elles, surtout lorsqu'elles sont déterminées à tester le thérapeute. Ce ne sont que deux exemples de comment la progression de la recherche a fait perdre de vue certaines notions. Il y en a d'autres. Il y a beaucoup de thérapeutes qui se retrouvent dépassés, surpris, voire choqués lorsqu'ils entrent en contact, pour la première fois, avec le monde interne des patients qui ont un trouble dissociatif complexe. Ce monde peut être intense, bouleversant, servir de base à la répétition traumatique ou à des événements qui semblent hors de cette réalité. Pourtant, il suffit de revenir 20 ans en arrière pour trouver des études de cas, des autobiographies et des témoignages de thérapeutes ainsi que de patients qui rapportent exactement les mêmes choses. Pour conclure, je tiens à ce qu'une chose soit claire. Je ne blâme personne au niveau individuel pour l'orientation qu'a pris la communauté multiple francophone. Je n'ai pas donné de nom expressément pour cette raison. Pointer les gens du doigt ne m'intéresse pas. Chacun fait ce qu'il peut, avec ses capacités et ses connaissances. J'ai aussi conscience que mon parcours m'a énormément privilégié sur plein de points. Par conséquent, je n'ai aucun droit de juger les personnes en elles-mêmes. Ce que je veux pointer du doigt, c'est la dynamique qui s'est mise en place et qui fait de plus en plus de dégâts. Je la dénonce d'abord pour rassurer ceux que la communauté a effrayés. Vous n'êtes pas seuls. Vous n'êtes pas anormaux. Vous n'êtes pas étranges. Vous n'êtes pas dans le faux. Votre diagnostic ou autodiagnostic n'est pas illégitime parce que vous ne vous retrouvez pas dans les représentations actuelles du TDI. La vérité, c'est qu'il n'existe pas de manière type d'avoir un trouble dissociatif complexe. Chacun est différent. Ça fait maintenant presque une décennie que je traîne en marge de la communauté multiple. J'ai croisé et j'ai discuté avec plus d'une centaine de personnes et je n'ai jamais rencontré un seul système qui fonctionne comme le mien. Il y en a des vaguement similaires, d'autres qui ont un fonctionnement exactement inverse, mais je n'en ai jamais encore vu un qui soit une copie du mien. Ensuite, en 2016, du côté anglophone, les gens qui avaient un trouble dissociatif complexe avec des symptômes moins extrêmes représentaient un peu plus de la moitié de la communauté. Ceux qui avaient des identités plutôt floues, qui n'avaient pas de nom pour leurs identités, qui masquaient activement leurs différences, qui n'avaient pas de changement d'identité très clair, qui n'avaient pas de blackout intense, qui avaient juste des pertes de mémoire par-ci par-là. Cela représentait l'image classique des troubles dissociatifs complexes. À l'inverse, ceux qui avaient un système très élaboré, avec des symptômes très clairs et très intenses, ils étaient considérés comme des exceptions ou des caricatures de cinéma. Donc, si vous ne vous retrouvez pas dans l'ambiance actuelle de la communauté, sachez qu'il y a d'autres petits groupes qui sont prêts à vous accueillir à bras ouverts. Enfin, vous avez le droit d'aller mieux.
Vous avez le droit de guérir, quel que soit le sens qu'a ce mot pour vous. Ce n'est pas trahir la communauté que d'abaisser ses niveaux de dissociation. Votre guérison n'est pas un problème. Bien au contraire. Vous donnez de l'espoir à ceux qui viennent de commencer leur parcours. La deuxième raison pour laquelle je dénonce la dynamique de la communauté multiple francophone, c'est en réaction à l'article publié par Emily Christensen, qui a été lu par beaucoup de psychologues et de psychiatres. C'est un article globalement positif et très intéressant, mais il ne parle que de la communauté anglophone. La communauté francophone n'a pas grand-chose à voir et elle peut être source de beaucoup de stress et d'insécurité. Il est donc important d'ouvrir le dialogue à son sujet avec les patients. C'est d'autant plus important que le questionnaire l'a bien montré. Ceux qui reçoivent un diagnostic, que ce soit avec ou sans autodiagnostic au préalable, ils tendent à avoir une perception de la communauté qui devient de plus en plus négative au fil du temps. La dernière raison, c'est parce que j'ai vaguement espoir que ceux qui ont le pouvoir de faire évoluer la communauté prennent le temps d'y réfléchir, qu'ils prennent le temps de voir de quelle manière ils alimentent cette dynamique et, peut-être, qu'ils tentent de faire changer un peu les choses. Cela permettrait de construire une communauté beaucoup plus bienveillante et inclusive que ce qu'elle est actuellement. Je vous remercie pour votre attention.